C'est ça, très bien. On va accueillir Philippe Murat, qui est de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, pharmacien général de la santé publique et référent biologie. Il est en distanciel. Est-ce que vous êtes présent, Monsieur Murat? Je Peut-être suis pas présent, encore. tout à fait. Ah, super, Je vous très bien. accueille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, Olivier Garnier, biologiste et membre du CA de la CPTS Centre-Ouest, pardon, Atlantique Nord-Loire. Philippe Thébault, président de l'association Alliance du Cœur. Pierre Lureau, biologiste du CH de Niort et du syndicat SNBH. Et bien sûr, on va accueillir, parce que sans lui, je vais être perdu dans cette séquence, Stéphane Cohen-Bakri, qui va nous commencer la table ronde en nous faisant une petite synthèse en bout de congrès sur notre monsieur Netzfield, qui, au bout de 2 jours de congrès, a gagné 10 jours de vie, au moins plus, non, 10 ans de vie au moins. Donc voilà, est-ce qu'on peut faire un petit point pour voir s'il y avait toutes les solutions numériques qui avaient été mises en place et l'organisation, parce qu'on a bien entendu qu'il n'y a pas que le numérique, il y a aussi l'organisation entre les professionnels de santé et les patients. Si tout ça avait été mis en place, où on en serait aujourd'hui? Et ce qui nous permettra ensuite de faire un premier tour de table pour vous faire réagir à cette synthèse. Et puis on rentrera ensuite, on fera des petits focus sur certains autres sujets. Stéphane, c'est à vous. Allô, oui. En combien de minutes? Non, j'ai Non, rapidement. Je fais juste un petit tour parce qu'effectivement, on a des personnes qui sont rajoutées, mais je crois que vous avez lu le cas clinique du coup, qu'on vous a envoyé. Donc c'est une histoire de rhumatisme psoriasique. Donc vous savez qu'on l'a présenté, il y avait cette diapo initiale qui était l'étape en fait de la présentation clinique avec de la biologie, l'IRM qui est faite, une première évaluation par un rhumato qui pose un diagnostic de goutte atypique. Et donc une infiltration de corticoïdes dans le pied, et puis finalement une deuxième rhumato qui vient cadrer finalement un petit peu mieux cette histoire avec évocation enfin à 2 mois et demi de la spondyarthropathie et d'une origine mécanique probable, des examens complémentaires réalisés, des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont prescrits. Alors c'est vrai qu'on en a parlé il y a 2 minutes, c'est un patient qui va en prendre pendant 6 mois, des anti-inflammatoires non stéroïdiens tous les jours. Malgré donc du coup ces ANS, une multiplication, une maladie qui progresse. Et puis donc à 5 mois, un diagnostic de rhumatisme psoriasique qui tombe parce que des lésions cutanées s'ajoutent à l'atteinte rhumatologique. Une dernière classe d'ANS, une troisième et dernière par naproxène, qui 5 jours après déclenche cet épisode de blocage douloureux, cette crise inflammatoire, qui est la crise de trop, avec enfin un syndrome inflammatoire biologique, qui fait que la rhumato décide de mettre le patient sous méthotrexate à 9 mois du début des premiers signes. Donc on vous avait montré effectivement aussi cette diapo avec ce parcours infernal, labyrinthique, où effectivement, faute d'échanges entre les praticiens, le patient est finalement au cœur de son parcours de soins, coordonnateur de son parcours de soins, des envois sur mon espace santé qui sont extrêmement réduits à quelques IRM et puis les derniers bilans biologiques une fois que le méthotrexate est introduit, et effectivement tous ces praticiens consultés. Alors, je m'excuse par anticipation si j'espère ne pas être trop brouillon après dans l'analyse, mais je vais reprendre un petit peu le congrès et ce qu'on a vu dedans. Ce qu'on a regardé en fait, on a eu Loïc Etienne qui est venu avec Medvir, avec une solution finalement d'intelligence artificielle qui proposait sur la base des critères cliniques des diagnostics. Et on a vu effectivement que, un peu conformément au parcours de soins, si on prenait le tableau clinique finalement à J0, en fait l'IA disait goutte aussi. Et puis quand les signes cutanés, alors les signes cutanés au début c'est juste la rougeur au sourcil qui était attribuée à tort à une dermite séborréique. Ce simple signe cutané a fait changer l'IA en évoquant enfin le rhumatisme psoriasique, mais c'était à J56. Donc en fait, à un peu moins de 2 mois, on a une IA qui dit rhumatisme psoriasique, là où effectivement on a attendu 5 mois avec l'histoire telle qu'elle s'est présentée. Alors je reviens juste un petit peu là-dessus, parce que Loïc il m'a dit, mais le patient, en fait, si on l'avait interrogé comme il faut, peut-être qu'on aurait eu le diagnostic dès le début. Et il m'a dit, c'est vrai que si j'avais eu tous ces renseignements, d'autres renseignements, peut-être que.
Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rappelé le patient hier soir et on lui bah, parce que alors cette histoire, c'est parce qu'on connaît le patient, donc c'est vrai qu'on s'est permis de l'appeler et on l'a interrogé. Non, on l'a fait avant le gala. Parce qu'on savait que le gala nous nous mettrait un peu à plat. Donc en fait, on l'a rappelé et on a posé des questions et enfin, Loïc lui a dit: «Est-ce que vous avez des lésions cutanées au moment où ça démarre tout ça?» Alors le patient, en fait, a un petit peu réfléchi, il a dit, quelques mois avant que ça arrive, j'avais des saignements quand j'allais à la défécation. Je suis allé voir un chirurgien digestif pensant que j'avais des hémorroïdes et le chirurgien digestif, il m'a examiné et il a vu des rougeurs au niveau périnéal, il a dit que j'avais une fissure anale et il m'a mis une crème hydratante. Cette crème hydratante n'a eu aucun effet. Étant du domaine médical, il a pris des dermocorticoïdes et ça a calmé la fissure et l'atteinte cutanée. Quand les problèmes rhumato commencent, en fait, c'est plus un sujet. D'une part, l'interrogatoire, effectivement, n'était pas complet, mais le patient a omis de signaler qu'il avait du pso inversé. Donc maintenant, on le sait que c'est ça, parce que le dermatologue l'a confirmé. Il avait du pso inversé au niveau périnéal. Donc en fait, à J0, Loïc est capable de dire rhumatisme psoriasique comme enfin, j'allais dire comme n'importe quel médecin, mais c'est pas vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que une dactylite associée, en fait, avec un œdème plantaire, associé avec ce pso inversé, le diagnostic de rhumatisme psoriasique est faisable dès, allez, on va dire J32, au moment où il consulte un médecin. Il y a le fait à J0. Donc de toute façon, en fait, en réalité, c'est comme on disait tout à l'heure, entre la théorie et la pratique, c'est vrai que en théorie, tout paraît simple, et a posteriori, on peut toujours réanalyser les choses, mais quand on est en prospective, c'est différent. Et Loïc a rappelé aussi à juste titre à ce niveau, c'est que enfin, c'est important que ce qui est de l'ordre de la clinique reste de l'ordre de la clinique. Et ce qu'il a vu, c'est qu'en utilisant les IA et ces IA qui apportent des aides au diagnostic aux médecins, le poussent à faire davantage de cliniques. Ce que dit M. Netzfield quand on l'interroge, il a l'impression qu'il n'est pas assez écouté par les médecins. Pourquoi? Parce que les médecins n'ont pas de temps. Et donc, c'est vrai que ça va très vite et il a l'impression à chaque fois qu'il n'a pas le temps de parler, il n'est pas écouté, etc. Alors, c'est vrai que dans la pratique, enfin, il y a plein de facteurs humains et organisationnels qui interviennent. Mais Loïc, hier, m'a rappelé, moi, qu'effectivement, la clinique, même s'il y a une IA qui aide la clinique, doit rester la clinique et permettre de poser les bons diagnostics. Ça, déjà, c'est un élément que je trouve intéressant à soulever, parce que la bonne biologie, c'est la biologie qui est faite à bon escient, c'est-à-dire que parfois, en fait, s'il n'y en a pas besoin, il n'y en a pas besoin. Dans un deuxième temps, si effectivement on a un rhumatisme psoriasique qui est en phase inflammatoire et pour lesquels les AINS finalement ne marchent pas, c'est-à-dire que les douleurs ne cèdent pas, là, dans le cas de M. Netzfield, c'est vrai que l'inflammation clinique n'était plus visible. Alors, il persistait de la dactylite, mais l'œdème plantaire, tout ça avait disparu. L'IRM avait été contrôlée, elle montrait toujours une ténosynovite. Par contre, on voit effectivement qu'il n'y a pas de syndrome inflammatoire biologique visible sur le compte-rendu. Donc en fait, les mois qui avancent, on a finalement une rhumatologue qui voit un patient qui n'arrête pas de se plaindre, alors qu'il n'y a pas de signe inflammatoire, finalement, enfin les signes inflammatoires ont plutôt tendance un petit peu à rétrocéder et pas de syndrome inflammatoire biologique. Et là où Biolog Book nous a démontré quand même une belle performance, c'est qu'en fait, il réinterprète le bilan biologique en montrant que si, il y a un syndrome inflammatoire biologique quand on repositionne les valeurs de référence pour le profil du patient. Et ça, c'est majeur. Pourquoi? Parce que quand on est médecin, il y a un moment, on a besoin aussi de signes objectifs de ce qui se passe et de signes de l'efficacité thérapeutique. Si on est capable de mesurer un syndrome inflammatoire biologique, parce qu'on a besoin d'un outil plus sensible, et qu'on a effectivement un INS où on voit l'efficacité sur ce syndrome inflammatoire biologique, ça aide pour mesurer si oui ou non je suis efficace sur le plan thérapeutique et si oui ou non je suis efficace de façon complète. Et là, on voit avec Biologbook que malgré la prise des INS, on a le syndrome inflammatoire biologique qui est visible, mais qui n'est pas résolu. Donc peut-être que l'errance diagnostique n'est pas le seul problème de M. Netzfield, mais aussi l'errance thérapeutique. Peut-être, parce que c'est toujours facile de réécrire les choses, peut-être qu'il n'y aurait pas eu besoin de laisser autant de mois d'INS, peut-être que le méthotrexate, on aurait pu le débuter plus tôt aussi, et donc éviter qu'il souffre pendant tous ces longs mois.
Un autre élément qu'on a vu pendant le congrès, c'est la démarche qualité. On a vu effectivement que le numérique en santé est en train d'arriver et qu'on veut accréditer un peu tout ce qui se passe. Parce qu'effectivement, si on est bon en médecine, mais qu'au bout d'un moment, on utilise de nouveaux outils, mais que ces outils dégradent notre performance médicale et donc le service rendu, à la fin, on est contre-productif. Donc, c'est vrai qu'on est en France dans une démarche d'accréditation, comme ailleurs, et ces outils numériques rentrent dans la démarche d'accréditation. Mais ce qu'on voit aussi, et je le ressouligne, je l'ai souligné ce matin, on voit que faute d'interopérabilité entre les professionnels de santé, on voit que quand M. Netzfield fait sa crise inflammatoire à J208, on voit qu'il fournit au laboratoire une ordonnance mentionnant la poussée inflammatoire. On voit donc que le laboratoire préleveur ne l'enregistre pas et que de toute façon, même s'il enregistrait, ça n'aurait pas nécessairement beaucoup de conséquences. On voit la CRP du labo préleveur à 76, ce qui est quand même significatif, hein, chez quelqu'un dont la base est à moins 2, enfin inférieure à 2. Et on a une électrophorèse des protides sériques qui montre des signes inflammatoires qui est rendue sans anomalie notable. Donc on voit un manque d'interopérabilité entre le prescripteur, le laboratoire préleveur, entre le laboratoire préleveur et le laboratoire de deuxième intention d'un autre groupement de laboratoires qui a fait l'électrophorèse, une absence d'interopérabilité, de restitution des résultats au prescripteur, puisque c'est M. Netzfield en fait, qui s'occupe de restituer à chaque fois au prescripteur tout ce qui se passe. Donc tous ces éléments là, pour le coup, on a bien vu hein, que, alors ça fait c'est là où on senti un petit peu de friction hein, sur quelles sont les données de santé qu'on devrait utiliser, mettre dans mon espace santé, etc. Avec le débat de est-ce qu'on doit tout mettre, est-ce qu'on ne doit pas tout mettre. C'est vrai que moi, ce que j'en retiens aussi, c'est que si on veut que des sociétés comme Biologbook finalement puissent réinterpréter les bilans, il faut qu'on les conserve, il faut qu'on les archive. Il faut qu'on les standardise, il faut qu'on les mette dans des formats structurés. Parce qu'un jour, on peut être amené à relire tous ces bilans et à faire progresser la médecine et la science, de telle manière à ce que le prochain qui a un rhumatisme psoriasique pourra effectivement être peut-être pris en charge de façon différente. Je rebondis aussi sur, parce que du coup, j'alimente en fonction de ce que je viens d'entendre, Monsieur Netzfield, il a intégré une... C'est fini après. Monsieur Netzfield, il a intégré une étude clinique qui s'appelle APACHE. C'est une étude qui en fait inclut les patients dans leur première année de diagnostic de rhumatisme pso et il va être suivi pendant 10 ans avec des questionnaires à remplir de façon itérative, des prises de sang, des bilans radiologiques, des consultes avec le rhumato, etc. Donc c'était pour le mentionner aussi parce que je pense qu'effectivement, quand on a des cas compliqués, c'est important qu'on les suive et qu'on en fasse profiter les autres. Voilà. Oui, Merci pour ce... mais l'exercice était très, très difficile. Il y a forcément un certain nombre de débats qui ne sont pas intégrés, surtout sur ce qui se passe dans le laboratoire, etc. Mais en tout cas, ça permet aussi de replacer au niveau du patient. Et à ce titre, je voulais ouvrir cette première table ronde. On va faire un premier tour de réaction, bien sûr, en transposant avec les pathologies que vous avez l'habitude de suivre, etc. Mais vous faire réagir un petit peu à ce constat autour de M. Netzfield. D'abord, vous, monsieur Thébault, vous êtes donc représentant d'associations de patients. Vous, est-ce que vous pensez que Alors, vous étiez présent ces 2 jours ou non, uniquement aujourd'hui peut-être? Pardon, vous étiez présent ici aujourd'hui. Vous venez d'arriver. Donc, par rapport à ce qu'a évoqué Stéphane, bien sûr, vous n'avez pas tout ce qui s'est passé pendant 2 jours, mais selon vous, les outils numériques, dans quelle mesure aurait-il pu éviter au patient déjà de gérer lui-même son propre parcours? Parce que c'est un petit peu le constat qui est fait autour. Et encore, je crois que M. Netzfield, il est de la partie, puisque je crois qu'il est infirmier. Donc, il a quelques facilités à gérer son parcours. Mais voilà, est-ce que vous comptez, vous, sur le numérique pour un petit peu décharger déjà la charge mentale et pratique de la gestion du parcours? Bonjour à tous. Je compte sur plusieurs choses d'abord. On parle du numérique. Alors, le numérique va certainement accentuer le repérage des personnes, d'identifier les pathologies, enfin, tout ce qui peut être utile pour les médecins. Le seul problème, c'est qu'on va avoir un manque de professionnels de santé. Comme disait Corinne tout à l'heure, nous allons faire du dépistage. Ce dépistage va nous permettre d'identifier des gens, mais qui va s'en occuper? Alors,
là, c'est pareil. Là, on est en train de parler de. Je regardais les dates. Si demain, même le jour J, vous me dites, tiens, vous faites la spondylodisrachite et on me donne certaines choses à faire, quand j'aurai mon rendez-vous avec le spécialiste? Parce qu'en fin de compte, c'est ça le problème. C'est qu'on peut peut-être l'identifier très vite grâce à la biologie, grâce au numérique, grâce à des tas de choses, mais est-ce qu'on va pouvoir le gagner ce temps? Oui. Est-ce que c'est faisable? Le numérique va accentuer la crise de manque de Oui, professionnels, en oui, fait, si je vous ah, entends. non, non, je ne veux pas être négatif, Oui, non, non, mais mais vous j'entends. savez, Oui, oui. moi, ma partie, c'est plutôt la cardio. Personnellement, je discute avec des cardiologues toute l'année qui sont très inquiets, surtout ceux qui ont un certain âge, en me disant, tu sais, Philippe, il va y avoir un raz-de-marée dans quelques années, il va y avoir des trous dans la raquette, on n'a pas assez de cardiologues et on ne peut pas fournir. Et déjà, ceux qui sont en place n'arrivent pas à prendre tous les patients qu'on leur adresse. Donc, enfin, je veux dire, c'est pour ça, c'est très bien. Le numérique, c'est quelque chose qui est super pour nous, les patients, mais je veux dire, jusqu'où on va pouvoir en profiter, quoi. C'est ça ma question. Oui, donc, et au-delà du rendez-vous, sur la gestion du parcours, c'est-à-dire que les outils qui permettent aux professionnels de mieux se coordonner, de mieux coordonner l'exercice et peut-être de laisser moins le patient seul et peut-être prioriser aussi, peut-être qu'il y aura une histoire de priorisation des patients par rapport aux places disponibles auprès des professionnels de Je santé. crois pour ce qui est du numérique, ce qui est de la télésurveillance et autres, les deux gros problèmes que l'on va avoir, c'est déjà l'uniformité des process. Là aussi, Corinne disait, c'est vrai, qui est référencé, qui est accepté, qui est remboursé, parce que ça marche aussi. Donc, je veux dire, ça, c'est déjà un gros problème. Et ensuite de ça, bah, est-ce que ça va vraiment combler cette fluidité dans justement ce parcours? Parce que c'est ça qu'on doit résoudre, c'est la fluidité dans le parcours et aussi que chaque professionnel communique. La communication, est-ce que les professionnels sont aussi qualifiés, enfin qualifiés, c'est pas le mot, mais je veux dire, est-ce qu'ils ont le matériel adéquat pour pouvoir répondre à tout ça? Et là, je crois on a aussi un gros problème au niveau matériel, au niveau enfin, humain, matériel, enfin, il y a plein de choses, quoi. Alors, je suis très négatif Non, 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 mais aujourd'hui. on Mais il reviendra fait sur ça. pas beau, il y a du vent, donc Non, il pas, n'y a vous rien n'êtes qui pas me plaît. négatif, vous soulignez des points d'amélioration, ce qui est différent. Non, mais ce sont des points Oui, 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 d'amélioration oui. qu'on va obtenir automatiquement. Mais dans quel délai? Et du coup, Madame, professeur, par rapport à ce parcours et à la première réflexion de Monsieur Thébault, comment vous réagissez? Effectivement, on peut se dire, tiens, le numérique, si tout ce qu'on a vu se met en place, en fait, c'est vrai, on va rentrer dans un obstacle, c'est qu'on pourra aller vite, on pourra identifier assez Ah non, rapidement, de façon plus pertinente. moi je suis Est-ce que ça très vous aide ou pas en optimiste. tant que professionnel de santé? Vous parliez tout à l'heure du fait que vous étiez 900 néphrologues, que vous craigniez la vague, et vous avez aussi évoqué la possibilité du numérique comme une possibilité de prioriser, si je peux dire. Je ne m'exprime pas exactement comme ça, mais en tout cas, Mais c'est voilà. ça, je pense que le numérique enfin, un des gros intérêts, c'est de faire en sorte que j'arrête d'avoir à ma consultation des gens qui viennent de leur propre chef parce qu'ils ont pris leur rendez-vous sur Doctolib, parce qu'ils ont mal aux reins. Et moi, je leur dis, mais les reins, ça fait pas mal. Rentrez chez vous. Allez voir votre médecin traitant. Je caricature, mais enfin, quand même, c'est pas normal qu'on puisse admettre qu'une personne, un citoyen, soit laissé tout seul au point qu'il déboule finalement à prendre une place de consultation d'un spécialiste dans un hôpital universitaire de troisième recours. Enfin, c'est même pas parce que c'est moi, mais je veux dire, c'est pas une bonne répartition des moyens. Donc, on peut espérer que le numérique va nous aider quand même à évaluer d'abord les symptômes des gens, à ce qu'ils puissent eux-mêmes être mieux informés de où ils doivent aller pour quoi faire. Et donc, il y a des outils pour ça, d'orientation des patients sur des plaintes, des symptômes, et des choses comme ça qui vont, à mon sens, nous rendre quand même énormément service, et qu'on puisse essayer au moins de répartir le mieux possible les ressources, en attendant qu'on ait peut-être davantage de ressources. Et puis, pour rebondir par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, très rapidement, sur votre cas clinique, là, je trouve ça vraiment super intéressant, mais en même temps, en vous écoutant, je me disais, il ne faut pas non plus croire que le numérique est là pour réparer les erreurs qu'on a commises ces 30 dernières années dans nos parcours de formation professionnelle. Enfin, je veux dire, on est entre nous, mais on a formé des gens hyper spécialisés. Moi, que le rhumatologue demande pas à un patient pourquoi il a eu mal aux fesses et pourquoi il est allé voir un chirurgien, c'est inadmissible. Et pourtant, on fait tous ça. C'est-à-dire qu'en fait, on nous apprend à faire la médecine en silo.
On nous apprend à faire de la néphrologie et le reste, moi, les patients, 9 fois sur 10, ils me disent: «Oh bah, docteur, je viens chez vous parce que vous, au moins, vous mettez tous mes médicaments sur la même ordonnance». À chaque fois, j'hallucine. Je me dis: «Mais c'est pas possible» et c'est vrai. Comment voulez-vous qu'un patient se débrouille avec l'ordonnance du cardio, l'ordonnance du néphro, l'ordonnance du généraliste? Bah, moi, pour m'y retrouver et pour découvrir qu'il y a 3 fois le même antihypertenseur ou des trucs pas compatibles, je mets tout sur la même ordonnance. Parce que je fais ce travail-là qui est alors purement un truc qui est enfin, il n'y a pas besoin de faire 25 ans d'études pour, avoir tout sur la même ordonnance. Ça peut être fait par le numérique, mais ça apporte enfin, c'est une prise en charge globale et en fait, je pense qu'il ne faut pas attendre enfin, c'est un peu triste finalement, voilà, c'est peut-être ça que je me disais en vous écoutant. C'est un peu triste d'imaginer qu'on compte sur le numérique pour résoudre des problématiques de formation. En fait, on doit reformer des docteurs et des cliniciens à prendre en charge l'ensemble d'un patient et à écouter ses symptômes surtout, à écouter les gens. C'est-à-dire, en fait, on a délégué la relation de soins à la santé intégrative. Alors, on la fait plus maintenant, vous allez voir, à la santé intégrative pour la relation. Nous, on fait le technique et chacun sa technique et personne ne se parle. Si on caricature, il y a un peu de ça et les patients s'en plaignent, en fait, tout le temps. Et en fait, je crois que c'est une erreur de penser que le numérique enfin si, le numérique va nous redonner du temps, on peut espérer, mais encore faut-il qu'on l'utilise, bien ce temps-là pour, travailler mieux et je pense que ça implique une réflexion beaucoup plus large, y compris sur la formation des professionnels. Je me permets de rebondir là-dessus, parce que Oui. vous soulevez quelque chose. On Non, m'entend? c'est bon, Oui. c'est bon, c'est bon. C'est intéressant, c'est parce qu'en fait, alors on a fait nous la session introductive avec un collègue qui est néphrologue, dans le sud et à chaque fois en fait on a fait des présentations où on expose des cas cliniques comme vous l'avez fait et en fait on s'est rendu compte que mais c'est un peu la démarche scientifique, on fait des études sur une population, c'est quand on étudie un parcours de soins tel qu'il s'est passé dans la réalité alors que le guide HS est parfaitement bien rédigé en 90 pages et qu'on compare notre patient au guide de soins, en fait, on se dit, a priori, tout devrait bien se passer. On se rend compte, en réalité, c'est pas si évident. Et la question, c'est au même titre que finalement, ils ont mis en place les ECOS pour la formation des étudiants. Est-ce que les parcours de soins, il ne faudrait pas qu'on se mette un peu à les étudier comme ça aussi Votre réflexion aussi rebondit une réflexion qu'on se faisait pour préparer, parce que c'était pas évident ces 2 jours en une table ronde, c'était un peu costaud. Et on se disait quand même, il y a une chose qui ressortait aussi, c'était que le numérique et les facilités, que ce soit en pré, en analytique ou en post-analytique, à l'inverse, on pensait dans notre échange que ça pousserait les professionnels de santé à se remettre au bon niveau en fait de compétences, sachant que on va dire la routine serait assurée par qui l'y a, qui, etc. Et qu'au contraire, ça allait peut-être rebooster ce que vous l'exprimiez à l'inverse, mais rebooster un petit peu les professionnels de santé qui devaient eux assurer ce niveau de clinique et ensuite de diagnostic. À condition que les parcours de formation, des professions de santé, soient dans les clous et c'est vrai qu'on y revient, mais ça va prendre 10 ans peut-être avant qu'on ait, les échos, ça date de quelques années, hein. C'est une vraie réflexion de se dire qu'on prend en charge, enfin dans les échos, pour ceux qui connaissent pas ou qui en ont jamais fait, c'est comme une situation où on se met à évaluer un clinicien en situation, dans un jeu de rôle et nous, on doit mettre une note sur la manière dont il écoute le patient. Est-ce qu'il a pris en considération la problématique du patient? Est-ce qu'il a expliqué correctement la oh bah, dis donc et on est en train de faire de la médecine! C'est chouette! Mais ça a 3 ans, voilà, 1 ou 4 ans les échos. Donc en fait, ça, on le verra les bénéfices peut-être sur des professionnels, qui vont arriver sur le marché, on va dire, dans quelques années. Euh, Avant de donner la parole aux 2 biologistes du plateau pour aussi rentrer dans la partie analytique de cet apport du numérique, peut-être, alors excusez-moi, je vais vous appeler Daniel parce que comme ça je ne fais pas d'erreur. Voilà, comment justement par rapport à ce parcours et peut-être avec votre regard sur le télésuivi, Oui. vous pouvez apporter un Alors, éclairage. je suis de l'autre côté de la barrière, puisque ici, sur cette table ronde, le numérique, c'est moi. Et donc, peut-être vous dire comme je vous le disais tout à l'heure, on fait des études cliniques sur notamment les nouveaux parcours de soins où on installe la télésurveillance pour voir ce que ça donne, parce qu'on y est obligé, mais aussi par intérêt scientifique. Et on vient de terminer une étude sur la télésurveillance dans la greffe pulmonaire. Qui suit un rapport de l'Académie de médecine qui dit que globalement, dans les services de greffe pulmonaire, on a 2 fois moins de ressources en France que dans les autres pays européens.
Et en fait, ce dont on s'aperçoit dans l'étude clinique qu'on a faite, on a regardé, donc c'est une comparaison en fait entre nos patients suivis dans le SNDS, appareillés avec des patients non télésurveillés greffés pulmonaires dans le SNDS aussi. Et en fait, on s'aperçoit que le gain principal de la télésurveillance, c'est la diminution d'un certain nombre d'épisodes de rejet chronique et la diminution d'un certain nombre d'épisodes d'infection opportuniste. Donc ça, c'est pour les résultats cliniques, mais il y a aussi des résultats organisationnels intéressants. C'est que tout en faisant progresser les résultats cliniques, on divise quasiment par 2 le nombre de consultations nécessaires de pneumologues de greffe. Donc pas le pneumologue standard, le pneumologue de 3e recours dans un service de greffe hyper spécialisé. Et donc ça veut dire pas qu'ils sont en train de baisser le standard de leur suivi, mais en fait, ils sont en train de l'adapter à la gravité réelle du patient qu'on arrive à capter dans la télésurveillance. Donc, Vous économisez de la ressource médicale. en fait, on n'en économise pas parce qu'il y a d'autres patients greffés à Oui. suivre. Et donc, en fait, ça permet juste d'augmenter les files actives de patients greffés, ce qui est un besoin de santé publique évident. Et le deuxième aspect, c'est que sur les questions organisationnelles, on a compté un peu toutes les ressources consommées et on s'aperçoit en fait qu'on augmente avec la télésurveillance le nombre de bilans biologiques réalisés sur ces patients-là. Ça veut dire qu'en fait, on réussit probablement à obtenir ces résultats cliniques satisfaisants parce qu'on augmente le taille de contrôle des patients. En fait, on augmente le nombre de points de bio qu'on fait sur eux. Et donc, quand il y a un problème, on le sait juste plus tôt, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le premier aspect. Et sur le deuxième aspect de boost des pratiques médicales, on a en ce moment en cours une étude clinique sur la télésurveillance du patient diabétique non insulinotraité avec complications en médecine générale. J'ai fini sur la description, mais c'est pour vous dire, donc on a randomisé une centaine de médecins généralistes avec télésurveillance et sans télésurveillance. Et en fait, la petite innovation par rapport à notre modèle classique de télésurveillance, c'est que pour les médecins généralistes, on a rajouté un outil d'aide à la décision qui leur pousse les dernières recos de la SFD sur la prise en charge des patients diabétiques. Et ce n'est pas juste la reco qui est poussée, c'est compte tenu de tout ce qu'on connaît du patient en termes de résultats biologiques, de traitement, de niveau de tension, etc., on lui dit bah, les cibles cardiovasculaires, c'est celle-là, celle-là et celle-là, d'après la reco, et le ou les traitements recommandés, c'est ceux-là. Et alors, on ne sait pas encore si ça marche parce qu'on est en cours d'essai, mais ce qu'on sait déjà, c'est que c'est parfaitement accepté par les médecins généralistes qui, malgré la formation continue, etc., patouillaient complètement avec les dernières molécules, notamment les SGLT2. Et en fait, ils sont très contents d'avoir un outil d'aide à la recommandation. Et ce qu'on commence déjà à voir, c'est que ça a un effet de halo. C'est-à-dire que probablement que la recommandation, elle est mieux appliquée pour les patients qui sont dans l'essai, mais elle est mieux appliquée aussi pour les patients qui ne sont pas dans l'essai et qui sont dans leur patientèle. Donc je pense que le numérique n'est pas la panacée, mais typiquement, quand on parle formation continue, peut-être que ça va permettre d'amener une autre approche qui est de la formation continue, c'est-à-dire que en gros, c'est pas une fois de temps en temps, c'est au pied du malade, à chaque fois qu'on a un cas clinique concret, quelque chose qui va nous dire bah, probablement la bonne pratique, c'est ça, totalement contextualisé à un patient donné. Merci beaucoup. Monsieur Murat, je ne vous oublie pas. Je sais que vous êtes là, même si je ne vous vois pas à l'écran, mais je vous donnerai la parole après ce premier tour de table. Olivier Gardier, Pas de souci. Monsieur Daniel a évoqué le fait plus de bilan biologique. On sait très bien que c'est un sujet sensible puisque vous êtes plutôt dans le bon bilan au bon moment, dans l'efficience du bilan, puisqu'on sait très bien que la ressource pour la biologie est contrainte. Bon, je vais juste vous demander de réagir là-dessus. Et aussi ensuite, on a vu au cours de ces 2 journées, on est passé du pré analyse et ensuite post-analytique, que ça soit du prélèvement connecté, de l'aide à l'interprétation des analyses et ensuite la connexion avec les professionnels de santé. Comment vous voyez le numérique en santé pour la biologie aujourd'hui en pratique de terrain, vous qui êtes au plus au sein d'une CPTS?
Alors ça fait une grosse Et question, hein. ça fait une journée, oui. Bon, je vais essayer d'être synthétique. Déjà, moi, je voulais rebondir sur ce qui avait été dit et ce qui est juste. L'expérience de la CPTS le montre, c'est que le digital est au service, mais ne fait pas. Et alors, ce que je veux dire, c'est que d'abord, il faut penser à un parcours de soins au sein d'une CPTS et trouver des solutions à des problématiques. Et ça, c'est le fruit d'un dialogue et d'une coordination. Donc ça, c'est la première des choses. Et ensuite, le numérique arrive éventuellement. Concernant l'enveloppe de biologie, effectivement, on sait comment ça fonctionne. On est l'une des rares spécialités avec les radiologues qui fonctionnent comme ça, où aujourd'hui, la caisse d'assurance maladie restreint l'enveloppe de biologie médicale en termes d'actes et en termes surtout de finances. Donc ça va un peu à l'inverse de ce que vous disiez, où on est plus dans une réflexion de restriction, peut-être même plus que de pertinence. Et ça, effectivement, on peut le regretter. Mais c'est vrai qu'intuitivement, on sent ce que vous évoquiez, c'est que plus on a de points, plus on a de données, finalement, plus on est riche, plus on peut s'en servir. Et bon, ça rejoint une réflexion intuitive. Et Renaud, ta dernière question. Sur l'ensemble du pré-analytique et post-analytique, Alors, les points d'intérêt du numérique pour vous dans votre pratique quotidienne? tout à fait. Donc, ça a été ce qui a été évoqué. Alors, moi, ce qui m'a marqué dans le cas, c'est c'est le recueil du renseignement clinique. Donc, aujourd'hui, donc, en fait, c'est un élément pré-post, puisqu'il va servir à l'interprétation donc en post-analytique et puis il est recueilli en pré-analytique. Le renseignement clinique, alors c'est intéressant. Depuis des années, on dit que l'examen de biologie médicale doit être interprété au regard de la clinique. Mais ce qui est important, c'est de le standardiser. Parce qu'il arrive des fois qu'on ait des renseignements qui ne soient pas toujours pertinents, premièrement. Deuxièmement, nos outils ne permettent pas toujours de les intégrer. C'est-à-dire qu'ils sont reportés sur l'ordonnance, par exemple. Et puis, l'ordonnance, dans le système informatique du laboratoire, peut être ouverte systématiquement ou pas, ou selon le souhait du biologiste. Et le biologiste, aujourd'hui, il valide beaucoup de bilans et il n'ouvre pas toujours l'ordonnance pour aller regarder le renseignement clinique qui n'est pas toujours là. Donc, le travail qui s'ouvre avec le numérique, et le travail qui doit être fait en amont, c'est de préciser les renseignements pertinents dans des indications de biologie qui puissent vraiment servir. Voilà. Merci. Le cas clinique ne passe pas par l'hôpital, si j'ai bien compris. Voilà. Pas pour cette fois, mais pas pour cette fois. Mais tout de même, vous voyez la logique générale. Vous, de votre côté, que ça soit le numérique pour fluidifier les relations au sein de l'hôpital avec les services, mais aussi peut-être avec l'extérieur, comment vous voyez son apport? Quels sont les principaux apports que vous attendez par rapport à ça? Alors, moi, j'ai la chance d'être dans un laboratoire d'un hôpital qui est en centre-ville. Donc, j'ai un centre de prélèvement chez moi, centaines de patients par jour. Je travaille des cabinets en ville, donc j'ai les deux casquettes. Je connais les problématiques de la ville et les problématiques de l'hôpital. Et c'est vrai qu'il y a vraiment... il y a encore une fracture numérique déjà. Alors là, on est dans un monde, j'allais dire la Startup Nation, mais c'est la vraie vie, du moins dans les Deux-Sèvres, c'est un tiers des médecins qui n'ont pas d'adresse MS Santé, qui ne se servent pas de logiciels médicaux pour prescrire, qui sont encore à la fiche carton. Je parle de mon médecin traitant, je le connais, donc je le sais. Et je lui ai dit, mais ça fait des mois que je vous envoie mes résultats en MS Santé. Il me dit, ah mais je regarde jamais. Voilà, donc la complexité, elle est déjà en partie ici. Après, c'est sûr qu'en tant que biologiste médical, moi, à l'hôpital, j'ai des facilités, c'est-à-dire que devant un bilan perturbé, c'est open bar pour ajouter toutes les analyses que je veux si j'ai les tubes pour les patients hospitalisés, parce que je ne suis pas contraint par la nomenclature, mais j'aurais envie de le faire aussi très souvent pour mes patients de ville et je suis coincé, il faut que j'appelle le médecin pour qu'il m'envoie une ordonnance. Enfin, voilà, c'est compliqué.
Après des choses, j'ai réfléchi avec plein de collègues parce que là, j'ai ma casquette SNBH, mais je suis aussi membre du CAD Biomède. Donc, Lionel Baran m'a donné une liste de choses. L'idée, notamment, et ça, je pense que c'est intéressant, se servir, pourquoi pas, de mon espace santé comme espace de prescription aussi, biologique. Pour avoir quelque chose, maintenant qu'on est tous quasiment en link, on pourrait avoir quelque chose de standardisé où le médecin prescrirait directement. Déjà, ça éviterait les hiéroglyphes de certains collègues encore qui sont en manuel version patte de chat, mouche, ce que vous voulez, et illisible. Donc au moins, il y a les choses claires, avec une idée qu'il y a une centralisation et surtout une gestion des redondances. C'est-à-dire que là, votre médecin généraliste, il prescrit une hémoglobine glyquée. Vous allez voir le cardiologue, une semaine après, il dit « Ah ben tiens, je n'ai pas d'hémoglobine glyquée, je vais en prescrire une. » À 2 semaines. Alors, s'il arrive au même labo, nous, on a des redondances, on les bloque, mais s'il va dans le labo de ville à côté de chez moi, il aura 2 hémoglobines glyquées à 1 semaine d'intervalle. Et ça, il y a des vraies économies de santé à faire aussi sur ce plan-là. Ce qui permettrait peut-être justement, en faisant ces économies-là, d'avoir la pertinence de jouer le rôle d'expert biologique et de nous-mêmes pouvoir rajouter une ferritine, un bilan de coag un peu poussé devant des anomalies sans avoir besoin de redemander une deuxième consultation, demander. Il y a des choses à améliorer très certainement de ce point-là aussi. Voilà, donc, et c'est vrai que après, et si on pouvait aussi uniformiser tout, ce que je reprends tout à fait ma collègue de la Pitié, pour ouvrir un dossier médical à l'hôpital, il faut 12 codes. Déjà, il y a 5 ou 6 dossiers. Il y en a un pour les urgences, il y en a un pour la réa, il y en a un pour l'ensemble des trucs, il y en a un pour la chimiothérapie, il y en a un qui gère les prescriptions médicamenteuses, et il y a le serveur de résultats du laboratoire. Donc, c'est l'enfer, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment de centraliser, qu'il puisse y avoir un seul outil ou un hub qui centralise tout, parce qu'il y a évidemment plein de notions et de logiciels. Il y a plein de choses intelligentes qui sont faites. C'est méga, par exemple, c'est génial. Mais voilà, le fait que m'a dit, je ne peux même pas le regarder parce que c'est trop long, c'est trop compliqué. Le concurrent, je dois gérer 2 trucs. Il y en aura 3, il y en aura 4, il y en aura 5. Voilà, ce qu'on a besoin, je pense, c'est une simplification, une unification. Alors, c'est l'interopérabilité dont on parle depuis très longtemps, mais il faudrait que ce soit beaucoup plus concret, à mon avis. On sent qu'on navigue entre l'enthousiasme numérique et la fracture numérique. Il y a les deux à mener d'un coup. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Alors, la vraie vie, figurez-vous que c'est une formule qui est revenue quasiment dans toutes les tables rondes, parce que justement, on a fait pendant 2 jours cet aller-retour entre l'idéal et le possible, parce qu'il y a beaucoup de possibles, mais aussi le retour à la vraie vie. Et c'est pour ça que la démarche de la SFIL de rattacher à un cas clinique concret était intéressant, parce qu'on faisait cet aller-retour-là. Et justement, à ce propos, pour rebondir sur le renseignement clinique, le fait que les biologistes n'aient pas accès à Amélie.fr, voilà, voilà, on pourrait aussi être proactif sur les vaccinations, sur les dépistages, cancer colorectal, cancer du col. Enfin, il y a plein de choses pour lesquelles on pourrait participer utilement, simplement, et sans que ça coûte quelque chose, à la participation du parcours de soins du patient. On les voit souvent, les patients. Donc, on pourrait dire, il vient pour un bilan cholestérol annuel. On dit, et votre cancer colorectal, vous l'avez fait? Oui, non, si, tac, je vous donne le kit et vous le faites. Oui, il y a plein de solutions qui pourraient nous permettre d'être un peu plus proactifs. Là, on reboucle sur le débat qu'il y a eu tout à l'heure avant le repas, mais là, on parle du statut on va dire, du biologiste, et il y aurait beaucoup à dire. On va juste, Monsieur Murat, vous qui êtes en charge un petit peu de l'offre de soins sur le territoire, en particulier en biologie, on voit bien qu'on navigue entre l'impossibilité d'avoir une fluidité numérique entre les acteurs de santé. Monsieur parlait du médecin traitant qui est encore à l'affiche. Et puis, d'un autre côté, des outils qui sont assez formidables pour fluidifier les parcours. Comment vous abordez-vous, au-delà de la biologie, l'impact du numérique dans cette spécialité? Alors, sur cette spécialité, pas particulièrement, mais entre autres. Mais c'est vrai que donc, le cas que vous avez présenté montre quand même un fonctionnement en tuyau d'orgue avec des professionnels de santé qui ne communiquent pas entre eux. L'ARS
a mis en place, alors il reste Nouvelle-Aquitaine, a mis en place des logiciels de communication qui s'appelle Paaco Globule, qui a 21 000 utilisateurs et qui a permis de suivre 300 000 patients. Et par contre, ce système-là apparaît relativement peu utilisé par les biologistes, ce qui est presque un peu dommage. Après, il y a également la Nouvelle-Aquitaine fait un appel à projet pour la promotion du DMP. Alors le DMP, pour mon expérience personnelle, donc j'ai consulté mon médecin récemment et il était perdu dans la masse de documents qu'il avait sous les yeux. Il ne trouvait pas ce qu'il cherchait. Donc c'est vrai que c'est bien, mais il y a aussi des petits soucis. Je comprends aussi que les médecins n'aient pas très envie de l'utiliser, vu la masse d'informations qu'il peut y avoir dedans, et il faut chercher ce dont ils ont besoin. Il y aurait peut-être une arborescence à trouver dans le DMP pour classer un peu tous ces documents et permettre aux médecins de s'y retrouver. Pour ce qui est de l'IA et des professionnels de santé, je pense qu'effectivement, il y a 2 niveaux. Il ne faut pas que l'IA remplace les professionnels de santé, mais qui viennent en complément des professionnels de santé, qui l'aident. C'est un outil d'aide et non pas un outil unique pour faire le diagnostic. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Je ne sais pas si vous avez d'autres. Si, au niveau de l'ARS, est-ce que vous avez des politiques d'accompagnement ou pour pousser justement, vous dites, bon, les biologistes ne consultent pas assez telle solution. Est-ce que vous avez est-ce que ça rentre dans votre programme que de pousser, d'aider, d'accompagner, je ne sais pas quel est le bon terme, Oui, tout à fait, c'est les l'accompagnement. professionnels de santé à utiliser ces outils? Tout à fait, il existe donc dans chaque région un groupement d'appui au développement de l'e-santé, donc ça s'appelle un GRAD, et en Nouvelle-Aquitaine, ça s'appelle ESEA. Et cette structure donc peut accompagner des projets. Mais il faut qu'il y ait des projets, si vous voulez. Et je sais pas, enfin, j'ai pas l'impression que les IRPS biologistes soient très motrices pour proposer ce genre de projet, mais qui ne peut être qu'accompagné, qui n'est pas financé par contre. Voilà, donc c'est toujours pareil, il y a toujours deux niveaux. Et donc je pense que ça freine peut-être un petit peu le fait qu'il n'y ait pas de financement et qu'il n'y ait pas de projet aussi qui soit présenté. Peut-être ce que l'on peut faire, merci. On a fait un premier tour, on voit l'heure qui part. Par rapport à cette première réaction, peut-être s'il y a des questions dans la salle, on va le faire tout de suite. Comme ça, ça va pouvoir interagir jusqu'à monsieur. Alors, je vais prendre un. Oui, merci. Oui, bonjour, Loïc Etienne, donc je suis urgentiste et j'ai participé avec Medvir à l'analyse du cas de notre ami Sfil. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, madame, qui me semble absolument essentiel, qui est la problématique de l'enseignement. On en a assez peu parlé, on a parlé beaucoup d'interopérabilité, on a parlé beaucoup de techniques, mais il y a un certain nombre de médecins, dont Guy Valencien par exemple, qui disent que nous devrions revoir complètement nos études de médecine de façon à ce qu'on ne fabrique pas des spécialistes en silo. Le drame de notre médecine, c'est un véritable drame, c'est que c'est pas qu'il y a une incommunicabilité par volonté de ne pas communiquer, mais c'est parce que chaque spécialiste reste dans son domaine, dans sa vision des choses, et que le pauvre généraliste ou la pauvre personne qui est censée coordonner tout ça n'a ni le temps, ni les compétences, ni la culture, ni les éléments pour arriver à synthétiser tout ça. Et c'est pas l'IA qui va l'aider à synthétiser tout ça, c'est son cerveau. Ce qui veut donc dire que, pour revenir à ce que vous aviez dit, madame, et ça me semble absolument essentiel, c'est qu'il faudrait fabriquer, mais ça va nous prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas combien de temps, mais il faudrait former non pas des spécialistes, mais il faudrait former des internistes qui, tout au long de leurs études, apprennent la physiologie, la physiopathologie, la biochimie, l'histologie, l'embryologie, tout au cours du cursus dans lequel ils vont devenir néphrologues, cardiologues, dermatologues, etc., mais de façon à acquérir une culture transversale qui fasse que quand ils arrivent à la fin et qu'ils sont spécialistes, ils auront dans la tête cette formation d'interniste. Et je crois que tant qu'on n'aura pas des internistes à tous les étages, j'allais dire comme le gaz, eh ben, on restera dans une incommunicabilité. Ce que vous soulignez, c'est ce qui est intéressant parce que ça a traversé aussi toutes les tables rondes, c'est que tous les progrès numériques sont bons à prendre, j'allais dire,
mais ça vient comment dire, percuter l'état, je dirais, la situation des professionnels de santé qui sont aujourd'hui sur le terrain et que, comme vous disiez, madame, ça ne vient pas compenser. Et je crois que, quel que soit l'outil, ça ne viendra pas compenser. On gagne du temps, on gagne de la pertinence, on gagne peut-être de l'identification, mais au final, c'est quand même le colloque singulier, je dirais, entre le patient et le professionnel de santé qui est intéressant. Est-ce que d'autres remarques? Serge, ici. Serge Payeur, donc je suis le trésorier de la SFIL et je suis aussi président de SILLAB Innovation, dont on a pas mal parlé hier. Je voudrais intervenir auprès de M. Murat, qui est parce qu'effectivement, Pacoglobule est pas mal utilisé en Nouvelle-Aquitaine, mais pour que ça soit utilisé par les professionnels de santé un peu plus, par les biologistes et par les infirmières libérales, parce que sur les infirmières libérales, c'est pas non plus super utilisé. Puisque je suis bien placé pour le savoir, puisque nous, on équipe beaucoup d'infirmières libérales et qu'on parle avec elles de Pacoglobule, et elles ne l'utilisent pas beaucoup. Il faut savoir que Pacoglobule, on n'arrive pas à communiquer avec eux. C'est-à-dire qu'il faudrait déjà que Pacoglobule, l'ARS ou je ne sais pas qui, décide de se connecter avec l'écosystème, comme le dit le professeur Inard, qui dit « j'ai pas envie de me connecter à plein d'outils différents ». En fait, il faut qu'on arrive à se connecter entre nous. Nous, on a un outil qui prend en charge 1 million de patients par an. Voilà, et l'année dernière, il a pris en charge un demi-million, et cette année, on devrait arriver à presque 1 million de patients par an. Et, non, pardon, à 5 millions de patients par an. C'est par mois qu'on fait un demi-million. ça fait énormément. Donc, effectivement, on a des gens qui utilisent, les infirmières utilisent l'application 3,5 fois par jour. Et effectivement, si elles avaient accès directement à Pacoglobule à travers la même interface, et ben, effectivement, elles utiliseraient beaucoup plus cette solution. Et de la même manière, nous, on transmet les résultats aux infirmières libérales, les résultats de biologie aux infirmières libérales. Donc, je pense qu'il y a des informations qui pourraient beaucoup mieux circuler, mais il faudrait vraiment que Pacoglobule accepte de travailler avec les autres industriels qui sont dans l'écosystème de la région. Voilà. Je vais faire remonter qui est de droit cette information qui est très intéressante. Effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une création d'outils qui s'empilent et qui ne communiquent pas entre eux non plus. Donc, effectivement, c'est un sujet à creuser. Et je vous remercie. Et c'est un sujet, Monsieur Murat, qui a été abordé, alors pas cette application-là, bien sûr, mais tout au long des 2 jours, pareil, à chaque fois, un des mots-clés qui était toujours remonté sur chaque table ronde, c'est l'interopérabilité et le fait que les applications et les solutions puissent dialoguer et se coordonner, surtout que alors, on arrive vraiment à la fin, donc c'était tellement riche pendant ces 2 jours qu'il va falloir. Je vais vous demander un exercice un petit peu difficile, alors que vous soyez présent ou pas, au moins il y a une priorité et une seule. Aujourd'hui, par rapport à votre exercice, quel est le point principal, en tout cas la priorité que vous mettrez devant par rapport au numérique dans votre exercice? Voilà. C'est vraiment ce point-là. Quelle est votre priorité pour qu'on voit se dessiner, quand je dis exercice, ou votre position de patient, hein, voilà. Quelle est la priorité, l'urgence du sujet sur lequel il faut avancer pour vous? On va faire dans cet ordre-là, tout simplement. Moi, je crois que c'est le dernier point que vous avez soulevé, c'est l'interopérabilité, la communication entre tous les différents types de sources informatiques, d'informations, que ce soit centralisé dans un seul endroit. C'est indispensable si on veut que ça marche et que ce soit utilisé. Oui, je comprends. Interopérabilité aussi et je veux dire fenêtre commune ou plateforme commune. C'est-à-dire que oui, voilà, il y a les deux, quoi. C'est que l'idée, c'est que pour mon espace santé, par exemple, où voilà, ça serve de hub pour tout. Et qu'on a développé cet outil qui est quand même assez formidable. Et on a maintenant un INS qui permet de faire une identification univoque des personnes. Voilà, il faut qu'on se serve de ça, mais que derrière, tout soit centralisé. Parce que même, comme me dit ma collègue, voilà, que vous êtes en consultation, vous ne devez pas ouvrir 5 trucs, recevoir des fax, aller regarder dans vos mails. Enfin, vous perdez, je pense qu'elle passe la moitié de son temps de sa consultation à aller chercher l'info, alors que si c'était centralisé dans un seul endroit, ça serait un gain de temps et elle pourrait beaucoup plus se concentrer sur l'interrogatoire et le temps, parce que pareil, notre temps est compté à tous. Hein, puis voilà. Merci, Monsieur Thébault.
Mais, il a presque tout dit, hein. Non, la fluidité, puis bien sûr aussi, comment dire, corriger cette errance thérapeutique, parce qu'il y a une perte de temps, hein. Je voyais dans votre cas clinique, c'est affolant qu'on n'ait pas gagné ce temps. Et justement, on en parlait tout à l'heure, certains résultats peuvent se croiser dans différentes spécialités. Et justement, c'est là où les biologistes, vous avez un rôle à jouer, c'est-à-dire de prévenir peut-être, de dire, nous, on a l'impression qu'il se passe. Alors, je sais que les médecins n'aiment pas ça du tout, mais je pense qu'il peut y avoir des fois des renseignements qui seraient plus fluides et plus importants pour chaque spécialiste ou chaque médecin. Je pensais que vous alliez aussi me parler de ceux qui ne sont des patients qui ne sont pas connectés. Alors Aussi. effectivement, Parce si que on parlait, voilà. oui, parce que là, je Oui, bien sûr. Non, mais sentais qu'on n'était pas parti là-dessus, mais c'est bien sûr. vrai qu'on a un problème dans les âges, on a un problème de personnes qui ne sont pas du tout habituées à la connectivité. Donc là, il y a un travail énorme à faire, mais on ne rattrapera pas ces couches-là. Je veux dire, toutes ces personnes d'un certain âge qui n'ont jamais touché ou l'Internet ou le numérique ou autre, on aura beaucoup de mal. On en a déjà avec la télésurveillance. Donc tout ça, on ne va pas pouvoir le rattraper comme ça. Donc effectivement, ces gens-là, il faut rester quand même beaucoup plus pragmatique. Il faut qu'il y ait du présentiel, il y ait davantage de contacts. Et c'est pour ça que si le numérique fait gagner du temps à certains professionnels, ça permettra de s'occuper de ceux qui sont en dehors du train, quoi. Voilà. Olivier Garnier. Oui, pour rebondir sur ce que vous disiez, il n'y a pas que l'âge, je pense, hein, il y a aussi la fracture sociale. Il y a une fracture numérique sociale Oui. qui existe. Alors, effectivement, l'interopérabilité, je pense que c'est incontournable, mais il y a aussi la pertinence et le tri de l'information, la juste information qui est donnée au juste moment. Et ça, c'est, je pense, aussi essentiel. Éviter l'infobésité, c'est ça? Oui, Ça éviter devient un l'infobésité, sujet c'est ça. ouais, prégnant. Sur la fracture sociale et numérique, je voulais quand même dire quelque Oui. chose, parce que je vous avais expliqué que on voulait pas, nous, de la télésurveillance que pour les bons élèves, entre guillemets. Et en fait, je voudrais donner un petit message d'espoir parce qu'on y arrive, hein. On a regardé, on a fait les études. On a aujourd'hui dans notre patientèle, parce que justement, on ne demande pas trop de choses aux patients, 2 fois plus de patients à la CMU que la moyenne nationale et 2 fois plus de patients dans les déserts médicaux que la moyenne nationale. Donc, et je vous parle même pas de l'âge, puisque ayant beaucoup de patients MRC, on est sans doute beaucoup plus âgé que la moyenne nationale dans la patientèle qu'on suit. Donc, en fait, le numérique, quand il est bien orienté, il peut aussi servir à casser ce truc-là. Et après, sur ce que j'attends moi, paradoxalement, je vais aussi vous parler d'interopérabilité. Parce qu'une solution de télésurveillance, c'est un petit truc léger au milieu de toute une urbanisation des systèmes d'information en santé. Et on est à côté de trucs beaucoup plus lourds que nous, comme les dossiers patients informatisés des hôpitaux, comme les logiciels métiers des médecins généralistes. Et en fait, on a développé des demi-interfaces dans tous les sens pour parler à tout ce beau monde. Moi, j'ai 3 ETP dans ma boîte sur 60, donc 5% de l'effectif qui est là pour faire de l'interopérabilité. Mais en fait, quand ça veut pas, ça veut pas, quoi. Je veux dire, je ne peux faire qu'une demi-interface. La demi-interface restante, c'est les autres qui doivent la faire. Et malgré tout le fric qui a été foutu dans le Ségur, en fait, on a encore des gros mastodontes avec qui on ne peut pas parler parce qu'ils ne veulent pas parler. Je pense effectivement un point important, comme vous dites, c'est la vraie vie, ça. Et alors moi, je dirais peut-être qu'en plus de tout ce qui a été dit, il y a un point qui me paraît important, c'est qu'on ne laisse pas, qu'on se laisse pas envahir par une foultitude de solutions qui serviraient potentiellement à rien. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on reste quand même très, très, très collé aux besoins, quoi. Il faut qu'on construise des choses qui répondent à des besoins. Donc, faut le faire ensemble avec les usagers. Parce que sinon, on va avoir une foultitude d'outils. Il y a cette espèce d'excitation autour de l'outil. Enfin, Oui, il y a un foisonnement en ce moment, oui. il y a un foisonnement et il y a un foisonnement aussi qui est porté par les gens comme moi. Je suis fan, moi j'adore tous ces machins qui nous plongent dans un autre monde et on a l'impression qu'on est dans un gain de temps, un gain de fonctionnalité, mais on se laisse abuser par ça souvent. Et en fait, c'est difficile de revenir tout le temps à un truc très basique. Mais à quoi ça sert? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose en plus? Et donc, ça plaide peut-être, le dernier mot, c'est pour l'évaluation. Et je pense que c'est pas admissible de mettre en place des solutions, des usines à gaz digitales si on n'a pas démontré. Alors, les professionnels sont obligés de le faire, mais il y a quand même des situations où c'est pas forcément
où c'est pas forcément démontré et c'est pas utile. Il faut se simplifier la vie, je pense. Puis ça consomme de l'énergie, Oui. ça fatigue la planète. Je sais pas si c'est un sujet qui a beaucoup été abordé, mais avoir quelque chose autour du RSE dans sa tête et limiter l'explosion de la consommation numérique, digitale, etc., Oui. c'est aussi un sujet. C'est un sujet qui est en train de s'imposer, effectivement. Monsieur Murat, votre attente par rapport à votre positionnement de régulateur, je dirais, sur une région, sur le numérique, vous en attendez quoi? Alors, ça serait vraiment une grosse simplification, éviter cet empilement de solutions dans chaque région et en interrégion. Ça serait vraiment l'idéal de simplifier et d'avoir une communication effectivement de tous les professionnels de santé autour d'un cas, comme ça n'a pas été le cas dans ce que vous avez présenté. Stéphane, le mot de la fin, parce qu'on est obligé de s'arrêter, il y a les trains qui vont partir, etc. Dans tout le parcours de Monsieur Netfield, quelle est l'amélioration numérique qui vous semble centrale? Alors, je me permets de répondre à ça en mettant une petite ouverture. Pour moi, l'IA idéale, c'est l'IA qui nous permettra de restaurer au maximum nos humanités. C'est celle qui nous rapprochera du malade et de nos confrères et nos consoeurs, parce que, on l'a bien dit, la médecine, c'est interroger, examiner un malade. C'est une juste prescription, ça vient un contact vraiment serré entre tous ces acteurs et l'IA doit venir renforcer ça et nous libérer du temps médical pour faire ce boulot-là. Donc la conclusion, c'est soyons plus humains que jamais et que l'IA y contribue autant que possible. Magnifique, je vois que là. Et moi, je dirais que ces 2 jours, ben, c'est pas pour faire, c'est pas un mot de la fin. Simplement, je pense que là, vous avez de nombreux congrès devant vous, parce qu'avec tous les sujets qui ont été soulevés pendant 2 jours, qui ont par obligation contraints à 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, on voit bien que voilà, il y a du boulot. Et bravo pour la richesse des échanges entre intervenants. C'était extrêmement riche et intéressant.